Merci beaucoup, Philippe. Bonjour à toutes et tous. Je suis vraiment très, très contente d'être avec vous. Alors, malheureusement, pas forcément très longtemps pour cause d'emploi du temps un petit peu serré, mais c'était important pour moi de passer un petit moment avec vous. Pourquoi? Parce que je souhaitais réaffirmer l'importance de toute la réflexion qui est en cours sur la question de la formation et comment nous souhaitons faire évoluer la formation tant dans son contenu que dans sa forme dans l'Institut. Et donc, vous êtes un certain nombre à participer à cette démarche très structurée, cette réflexion qui se déroule dans un certain temps. Et c'est bien d'avoir ce temps de réflexion, ce qui va permettre à la fois de bien réfléchir, d'avoir toute une démarche participative et puis aussi une appropriation par les différents participants. Donc, j'ai cru comprendre qu'autour des écrans aujourd'hui, on constate là tout ce que nous sommes un certain nombre et vous allez continuer à être un certain nombre à réfléchir cet après-midi dans cette 9e séquence. Donc, je voulais aussi vous remercier pour le temps que vous passez les uns les autres. Aussi bien le réseau des responsables de formation qui est très mobilisé, ça tout au long, je pense, du processus, mais aussi des chercheurs et des ingénieurs qui sont présents. Donc, vraiment, merci beaucoup. Donc, sur le sujet de cet après-midi, ça rentre dans le pour reprendre le vocabulaire de la démarche, sur le métathème numéro 3 d'accompagner le collectif de travail. Et avec un sujet un peu plus particulier qui est de préparer le scientifique à la diversité de ses activités présentes et futures et l'accompagner dans le développement de multicompétences. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Alors, dans un contexte qui est rappelé dans le résumé et dans l'introduction de la conférence de Maria Pereira da Costa, que je souhaite vraiment remercier d'être là pour nous éclairer, nous apporter toute son expérience et sa réflexion sur ces sujets-là. Cette réflexion, elle se base dans le contexte d'une mutation, que je qualifie de complète du métier de chercheur, et ce, sur les 20 dernières années. Une mutation complète qui a été entamée, mais qui est loin d'être finie. Et pour moi, dans les 10 prochaines années, on va continuer à avoir des évolutions, et sachant qu'on ne sait pas forcément lesquelles elles vont être, parce que les choses avancent très, très vite. En tout cas, ce que l'on peut constater, et ce que vous allez sans doute aussi beaucoup discuter cet après-midi à travers la conférence et puis ensuite vos travaux, c'est que ça a conduit d'ores et déjà à une diversification des tâches, avec beaucoup le besoin de travailler ensemble, de monter et piloter des projets, de manager aussi. Et donc, tout ça, il faut être capable de le faire. Alors, on peut le faire de façon spontanée, parce que les uns et les autres ont des qualités personnelles indéniables. Néanmoins, ça demande parfois un peu plus même que ça, ou en tout cas d'avoir un certain nombre d'éléments de référence. Et puis, tout le monde n'est pas forcément doué pour toute la diversité des tâches. Et donc, être accompagné, formé est toujours utile. Cette démarche-là, en tout cas cette réflexion, elle s'inscrit, je voulais aussi insister là-dessus aujourd'hui, dans un sujet qui est très important pour notre institut, pour INRAE, qui est celui de la qualité de vie et la qualité de vie au travail. Alors c'est vrai individuellement, pour chaque agent pris individuellement, mais également la qualité de vie qui passe par une organisation, par une capacité à travailler ensemble. Donc, c'est à ce titre que l'Institut s'était lancé dans la labellisation HRS4R il y a déjà quelques années, puisque normalement, on devrait être cette année ou l'année prochaine en évaluation vis-à-vis de ce label. Ça nous a déjà permis de progresser et il faut qu'on continue à progresser. Et la réflexion que vous menez à travers la formation, il n'y a pas que ça, mais c'est important, va nous aider à continuer à préparer la diversité actuelle et future, et puis aussi le développement des multi-compétences pour tout le monde. Voilà. Donc, du coup, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas vous parler trop longtemps parce que l'important, c'est Maria qui va vous présenter ce qu'elle a prévu d'aborder avec vous cet après-midi en socle et en démarrage, en introduction de vos travaux de l'après-midi. Mais en tout cas, je voulais à nouveau vous remercier pour le temps que vous passez,
l'implication que vous avez, l'énergie aussi, et puis toute l'intelligence collective qui va arriver, notamment dans l'après-midi. Je sais qu'il y a eu d'autres séances, il y en aura d'autres, mais en tout cas, tout ce qu'on va mobiliser collectivement à travers une opération comme celle-là. Voilà, donc merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite un très, très bon après-midi, parce que c'est des moments en général qui sont très riches, ne serait-ce qu'en échange entre humains qui se respectent. Et donc, ça, c'est des bons moments. Merci beaucoup, Camille, pour ce mot de bienvenue et d'introduction. Eh bien, sans plus tarder, donc, je rappelle un petit peu le déroulé, 45 minutes environ de présentation pour vous, Maria, après un temps d'échange avec les collègues. Et ensuite, on fera une toute petite pause pour pouvoir constituer les groupes. Et puis, Étienne et Marie-Charline vont reprendre la main, comme d'habitude, pour engager les ateliers. Voilà, merci beaucoup. Maria, je vous laisse la parole. Bien, je vous remercie. Je vous remercie de votre invitation. Donc, je vais essayer à travers mon témoignage essentiellement, de vous apporter le regard que nous avons à l'Université de Paris sur l'accompagnement des chercheurs à leur métier, avec un S, un métier. Donc, c'est un sujet pour raconter un peu mon parcours, puisque j'ai compris que ça faisait partie un peu de l'exercice. Donc, moi, je suis enseignant-chercheur en psychologie. Donc, je le précise parce que c'est un domaine qui est un domaine un peu hybride, en tout cas la psychologie d'où je viens, entre les sciences et puis les sciences humaines. Enfin, le côté sciences plus classiques et puis le côté sciences humaines, ce qui est assez particulier. Donc, j'ai derrière moi une carrière alors, pas de fonction politique, on va dire comme ça, politique administrative, mais sans être administrative. Donc, j'ai été directrice adjointe de l'UFR de psychologie. Donc, c'est une UFR de 5000 étudiants et d'à peu près 800-900 personnels, titulaires et contractuels ou vacataires. Et c'est une unité de formation et de recherche. Donc, c'était dans l'Université Paris-Descartes, où j'ai fait ma thèse en psychologie cognitive, où j'ai travaillé sur les processus cognitifs de codage des informations verbales et des informations spatiales et les processus de comparaison de ces deux types d'informations. Donc, je suis donc allée vers une carrière classique, moitié enseignement, moitié recherche, et puis un peu comme enfin, c'est un peu de l'humour. Et puis, encore une moitié qui est une moitié fonction politique et administrative. Alors, je sais qu'on est à 150, mais c'est un peu ça. Donc, je crois que ça préfigure un petit peu l'évolution de nos métiers à tous. Donc, directrice adjointe de l'Institut, ensuite vice-présidente du conseil d'administration de Paris-Descartes, dans une équipe présidentielle très resserrée, c'est-à-dire que nous n'étions que 5 avec le président. Donc, j'avais dans mon périmètre tout ce qui était finances, ressources humaines et bien sûr organisation des instances, puisque ça, c'est la base du travail du vice-président du conseil d'administration. En 2019, j'ai assuré l'administration provisoire de Paris-Descartes lorsque le président en fonction, le président Frédéric Dardel, est parti, jusqu'à la fusion des universités Paris Diderot et Paris-Descartes, et donc la création d'universités de Paris. Donc, si on peut me projeter le PowerPoint, j'ai fait un petit schéma pour vous aider un peu à comprendre la situation dans laquelle, enfin l'environnement dans lequel je travaille. Voilà, peut-être la deuxième, s'il vous plaît, Marie. Merci.
Voilà. Donc, en 2019, Paris Diderot, Paris Descartes ont fusionné dans l'Université de Paris en y associant l'IPGP, l'Institut de physique et du globe de Paris, qui a un statut particulier. Donc, la fusion concernait vraiment les deux universités. C'est une université qui n'est devenue vraiment complètement active et autonome qu'en 2020. Donc, nous sommes tout jeunes, puisque tout ce que je vais vous présenter a été lancé en 2020, période particulière, on va dire, où on s'est beaucoup adapté au mois le mois, pour ne pas dire au jour le jour. Donc on est aussi chez nous dans une phase de réflexion. Donc là, c'est vraiment un partage d'expérience pour alimenter les ateliers qui ont été annoncés, au cours desquels, évidemment, vous allez vous approprier, enfin, utiliser ce que vous aurez tiré de ma présentation. Mais je tiens à préciser cela parce que ce sont des choses qui ne sont pas toujours très consolidées. Donc, cette université de Paris, donc, j'y ai pris la position de vice-présidente relations humaines, puisque cette fonction est devenue isolée du reste. C'était le domaine dans lequel j'intervenais le plus à Descartes. Donc, ça a été assez naturellement qu'on m'a proposé, que j'ai accepté ce poste. Et j'avoue que je ne m'y ennuie pas du tout. Donc, c'est une fonction qui est particulière aux universités, ces fonctions de vice-président, puisque nous sommes toujours enseignants-chercheurs. Nous avons une fonction qui est une fonction politique, puisque nous sommes, alors moi je ne suis pas élue, mais je suis nommée sur proposition de la présidente. Et nous avons une fonction qui est provisoire, le temps du mandat du président qui nous a choisis. Et je travaille en bonne entente avec l'administration, mais sans qu'il y ait de relations réellement hiérarchiques. Donc, c'est un fonctionnement un petit peu particulier. Donc, nous réfléchissons ensemble aux besoins, aux dispositifs que nous mettons en place, et puis nous essayons d'avancer comme cela, mais c'est un énorme travail de mise en œuvre de dialogue entre communautés assez diverses. Alors, nous avons dans l'Université de Paris, sans compter l'IPGP, qui est un petit institut, mais extrêmement prestigieux, extrêmement actif, qui compte une centaine de chercheurs, mais qui sont très autonomes. Moi, je n'interviens pas dans les RH de l'IPGP. Je n'interviens que lorsqu'il y a nécessité de se coordonner sur des dossiers comme HRS4R dont a parlé tout à l'heure votre DRH, mais ils ont leur propre gestion de leur personnel avec les astrophysiciens qui ont un statut particulier sur lequel nous n'avons pas la main. Ils ont quelques collègues hébergés qui sont des collègues d'Université de Paris, et là on va être sur un fonctionnement un peu hybride, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Donc, côté Université de Paris, fusion des deux universités Diderot et Descartes, ça représente 4608 chercheurs. Alors, j'ai mis des guillemets parce que moi, je parle de chercheurs, mais pas des chercheurs tels que INRAE les définit. C'est-à-dire que nous avons une très grande majorité d'enseignants-chercheurs, très, très grande, donc des personnels qui ne consacrent qu'une partie de leur temps de travail à la recherche. Et nous avons dans ces chercheurs aussi des post-docs, des doctorants qui ne sont quelques contractuels aussi, qui n'apparaissent pas dans ces 4600. Donc les 4600, ce sont vraiment essentiellement des enseignants-chercheurs.
il y a les ATER, enfin, etc., une diversité de statuts professionnels qui collaborent tous à la recherche. Et je n'intègre pas ici les personnels comme les ingénieurs de recherche. Il s'agit vraiment là seulement de ce que nous mettons dans la rubrique chercheurs du fameux dossier HRS4R. Nous accueillons également 3260 chercheurs hébergés. Ces chercheurs hébergés sont des chercheurs qui appartiennent à des organismes de recherche sur lesquels que nous accueillons dans nos unités de recherche avec un statut, qui ont un statut de co-tutelle, hein, ou pas d'ailleurs, mais nous accueillons donc des chercheurs hébergés avec très peu, très peu, genre, à vrai dire, on n'a même pas su me dire s'il y avait des chercheurs de l'INRAE. Nous en avons essentiellement, bien sûr, du CNRS, de l'INSERM, de l'IRD, de l'INED. Nous avons d'autres pasteurs aussi. Donc, ce sont des chercheurs qui sont dans nos laboratoires, hein, mais dont nous ne gérons pas la carrière. Mais il n'empêche qu'ils sont là, ils peuvent avoir des fonctions de responsabilité dans l'Université de Paris, puisque nous ne leur interdisons pas du tout cette possibilité-là. Donc, ils peuvent être directeurs d'école doctorale, ils peuvent être directeurs de laboratoire, et ils peuvent être parfois porteurs de formation, on y reviendra tout à l'heure. Et donc, ces chercheurs hébergés sont un sujet pour nous, mais j'y reviendrai dans ma présentation. Alors, ils se répartissent. Alors, ce sont des pourcentages assez grossiers, hein, parce que c'est assez difficile de les tracer à l'unité près. Ce qu'on a besoin de faire, ne serait-ce que par exemple au moment des élections professionnelles que nous organisons, où là, il faut, puisqu'ils sont électeurs dans l'Université de Paris, il faut les identifier, mais il arrive que les laboratoires les accueillent sans qu'il y ait forcément, obligatoirement, une convention qui soit établie et qu'on puisse donc avoir ces chercheurs dans nos bases de données RH et donc les suivre. Donc la répartition plutôt globale est de 50% de ces chercheurs hébergés dans la faculté sciences, puisque nous sommes organisés en 3 facultés. Donc la faculté sciences, mathématiques, informatique, physique, chimie, biomédicale. Donc, c'est dans cette faculté qu'on a le plus grand nombre de chercheurs hébergés. 35% en santé, où là, évidemment, on va retrouver, bien sûr, très largement l'INSERM, le CNRS, Pasteur. Et nous avons d'ailleurs signé récemment un contrat d'association avec Pasteur, donc ce chiffre va probablement évoluer. Mais bon, Pasteur reste, c'est juste une association, donc il n'y en aura pas forcément plus dans nos locaux, en tout cas plus en tant qu'hébergé, et 15% dans la faculté Société Humanité. Donc, une tradition de laboratoires qui sont très peu humérisés, très peu d'UMR, donc très peu de chercheurs venant d'organismes de recherche. On a un petit peu de CNRS, on a un petit peu d'INED, on a un petit peu d'IRD, on a aussi un petit peu d'organismes comme l'IFSTAR qui maintenant est à Gustave Eiffel et fusionné avec Gustave Eiffel, mais on a, donc qui est plutôt ergonomie, urbanisme, mais on a donc cette répartition qui en fait correspond au statut aussi des laboratoires de recherche d'Université de Paris. Donc pour nous, la question du métier de chercheur et des compétences que l'on souhaite développer dans un cadre de formation pour les chercheurs est particulièrement complexe puisque il y a les compétences qui sont attachées à des fonctions qui peuvent être donc assurées
aussi bien par des chercheurs hébergés que par des chercheurs UP. Et puis, il y a nécessité de formation pour des enseignants-chercheurs qui, théoriquement, ne sont, qui ne correspondraient qu'à des chercheurs UP, donc l'Université de Paris. Mais en réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça encore. Alors, quelques chiffres globaux pour situer un petit peu les choses. Je veux bien qu'on passe à la slide suivante, s'il vous plaît, Marie. Donc, juste un petit bilan, mais on n'a qu'une année, hein, donc c'est un peu incomplet, mais c'est un peu... Enfin, ce n'est pas très instructif, ça ne nous apporte pas énormément d'informations, mais quand même, ça donne une petite idée. On a en 2020 consacré 1,1 million à la formation. Donc ça, c'est l'investissement de l'établissement, hein, puisqu'il y a ensuite le financement qui peut provenir des collègues eux-mêmes, plus des actions qui sont financées sur les IDEX, sur notre IDEX. Donc, il y en a quelques-unes que je reprendrai au fur et à mesure de la présentation. L'année dernière, qui était donc une année particulière, on a à peu près 1500 personnels, mais avec une majorité de BIATS, hein, qui s'ajoutent aux effectifs des chercheurs. Donc, en fait, 10% seulement de chercheurs ont participé à ces actions de formation qui sont liées, enfin, qui implique un accompagnement du service de formation de l'université, puisqu'il y a aussi des formations et des informations qui sortent du plan annuel que nous mettons en place et qui est validé par les instances. Mais c'est un sujet, puisque c'est une première alerte, on va dire, qui est que les chercheurs ne sont pas très demandeurs de formation, enfin ils le sont dans leur quotidien, mais ils n'adhèrent pas, ils n'entrent pas forcément dans notre organisation du plan de formation, dans notre système de préinscription, de réflexion sur le financement, etc. Et ça, c'est un premier enjeu pour nous, c'est-à-dire adapter quelque chose qui est conçu essentiellement pour des administratifs qui savent très très bien comment utiliser le plan de formation pour faire évoluer leurs compétences et pour augmenter leur expertise ou bien pour envisager une reconversion partielle ou totale. Et les enseignants-chercheurs n'ont pas cet élément de culture aussi développé. Or, ça devient urgent de développer cette logique de formation qui n'est pas là. Elle est là pour les outils de la recherche, je dirais. C'est-à-dire que dans un laboratoire, on se forme tout le temps. Ça, c'est une évidence. Et on se forme aussi soi-même ou en atelier au sein du laboratoire à des méthodes statistiques, à des méthodologies, etc., etc. Mais aller vers un plan de formation universitaire et regarder dans le plan de formation universitaire ce qui pourrait être utile, mais ça nécessite une démarche de la part de l'université qui n'est pas aussi nécessaire pour les personnels administratifs, pour les BIATS. Ils ne viennent pas spontanément. Il faut que nous allions leur dire là, nous avons une solution, nous avons quelque chose à vous proposer. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas encore très bien faire. Donc, on a voilà quelques données. Donc, l'année dernière, c'était particulier, donc énormément de formations en distanciel qu'on maintient parce qu'on est multisite, hein, on a une trentaine de sites à Paris en périphérie. Alors, ça doit vous faire sourire vu l'organisation d'INRAE, mais pour nous, ça entraîne quand même aussi quelques complications lorsqu'on veut organiser des formations. Donc, on restera quand même sur beaucoup de distanciel. Je veux bien qu'on passe à la slide suivante.
Alors là aussi, quelques données très rapides, hein, parce que ça réunit les BIATS et les chercheurs. Peut-être juste regarder les rubriques, hein, donc, qui nous disent déjà quels sont les domaines vers lesquels on va. Donc, les formations métiers qui concernent assez peu les enseignants-chercheurs et les chercheurs, mais les aspects hygiène et sécurité, vers lesquels commencent à aller notamment les enseignants-chercheurs en responsabilité dans les laboratoires. Préparation au concours, où là aussi on commence à avoir des demandes, alors qu'avant c'était uniquement les concours administratifs, et maintenant on commence à avoir des demandes qui sont plutôt des demandes de préparation des dossiers. On verra après pourquoi c'est important. Du management, donc là, c'est nous qui avons besoin d'aller convaincre les chercheurs que c'est important. L'expérimentation animale, la bureautique, évidemment, plutôt des administratifs, l'organisation du travail, les égalités, la pédagogie, l'enseignement, les outils de la recherche, les langues étrangères. Donc, c'est juste pour avoir un petit panorama des grands domaines de formation que nous proposons. Je veux bien qu'on passe. Voilà. Alors maintenant, si on fait un focus sur les enseignants-chercheurs. Alors, nous avons travaillé l'année dernière, donc ce sera la première année où ce sera proposé, 2021. Nous avons travaillé à un plan de formation spécifique pour les enseignants-chercheurs. Et ce plan de formation spécifique intègre un certain nombre de partenaires, associe un certain nombre de partenaires de l'université. C'est-à-dire que l'université en interne a créé un certain nombre de structures qui sont dédiées à l'accompagnement et à la formation des enseignants-chercheurs. Alors, si on prend DEFI, par exemple, c'est notre service qui s'occupe de tout ce qui est formation, de tout ce qui est pédagogie. Donc, il y a un pôle qui est un pôle qui s'occupe de tous les outils et de la formation aux outils et aux pédagogies innovantes. On a ensuite une structure qui s'appelle Sapiens, qui est une structure qui a été créée avec des fonds IDEX dans le cadre de la commu à laquelle nous appartenons et qui reste transversale, mais quand même très recentrée Université de Paris, qui ne travaille que sur les pédagogies innovantes et la formation aux pédagogies innovantes. Et puis, ELA, qui est une UFR, qui forme aux langues, puisque c'est une demande très importante, y compris chez les chercheurs, une formation aux langues étrangères. Alors, nécessaire pour certains, oui, parce que l'anglais est devenu absolument incontournable et quelques collègues qui sont arrivés dans la carrière il y a assez longtemps ou dans des domaines où ce n'était pas forcément une compétence exigée, ont besoin qu'on les aide, qu'on les accompagne à l'anglais scientifique, etc. Alors, ce n'est pas le cas de nos doctorants, ce n'est pas le cas dans certains domaines, mais dans d'autres, c'est nécessaire. Alors, on se sert pour l'instant de plusieurs dispositifs qui existent et qui nous permettent d'abord d'aller identifier les besoins. Donc ça, c'est quelque chose que l'on fait, par exemple, avec le vice-président recherche. Régulièrement, on identifie des besoins de formation que l'on peut faire avec les services administratifs qui repèrent que certaines compétences devraient être développées, qu'on devrait nous construire une formation et la proposer aux chercheurs. Et puis, nous avons également, une fois ces besoins identifiés, besoin de les envisager dans un cadre. Et ce cadre peut être pour les enseignants-chercheurs le suivi de carrière, qui est un examen de la situation individuelle qui, en théorie, doit se faire tous les 5 ans, mais qui peut être fait tous les ans à la demande du collègue et qui est en général une demande d'évaluation du dossier recherche. Donc, ça peut concerner des collègues qui sont un petit
qui ont un petit peu décroché de la recherche, ou des collègues qui souhaitent se reconvertir, ou des collègues qui n'évoluent plus dans la carrière et qui ont besoin d'un accompagnement pour les aider à progresser, à obtenir des promotions. Donc là, ou bien être intégrés dans un laboratoire alors qu'ils en sont un petit peu sortis, ou changer de laboratoire. Et donc, on se sert de cette possibilité pour justement les inviter à faire un point avec nous sur leur dossier recherche. Alors, le dispositif, qui est un dispositif national, prévoit des recommandations qui sont faites par la section CNU. Dans la réalité, on s'est rendu compte très, très vite que, en tout cas pour la majorité des sections, les retours que l'on a ne sont absolument pas informatifs et pas utilisables. En tout cas, tels quels, il faut vraiment qu'on les reprenne avec le chercheur parce que c'est trop général. Hein. Donc, ce sont des recommandations comme par exemple devrait s'investir plus dans la recherche, devrait faire moins d'heures complémentaires. En général, c'est ce qu'on a, mais on a des choses comme ça très générales qui ne sont pas vraiment aidantes. Donc là, il faut rentrer dans le dossier du collègue et regarder avec lui sous un angle un peu plus expert et un peu plus qualitatif. Mais on peut utiliser ce dispositif-là. Et puis, on a également un dispositif d'entretien individuel. Ces entretiens individuels, ils sont menés par des conseillères, alors c'est au féminin parce que là, il se trouve que l'équipe n'est composée que de conseillères, donc des conseillères RH qui sont spécialisées soit en santé, soit en sciences, soit en SHS. Et ces conseillères vont accompagner les collègues, essayer de répondre à leurs demandes et faire intervenir éventuellement d'autres acteurs pour aider à l'accompagnement. Donc, ça peut être moi, ça peut être le VP recherche, ça peut être le VP formation, où on va intervenir ponctuellement, c'est du cas par cas, pardon. Et puis, il y a également les responsables du service, du département formation et parcours professionnel qui nous font remonter les demandes même qui sont des demandes parfois très générales. Et c'est pareil, on l'intègre dans l'analyse du besoin et dans les formations que l'on souhaite mettre en place. Et puis, il y a quelque chose qu'il n'y a pas dans cette slide qui est extrêmement important et qui l'est de plus en plus, qui est l'anticipation du besoin, c'est-à-dire que c'est nous qui allons qui allons vers les chercheurs et qui leur proposons des formations en raison de leur fonction, d'une fonction qu'ils vont occuper. Donc, on va aller proposer quelque chose à des directeurs adjoints, directrices adjoints, à des directeurs, directrices de laboratoire, par exemple, à des directeurs, directrices 2D, alors soit en activité, soit pressentis, des directeurs, directrices d'instituts interdisciplinaires, enfin, on a toutes les structures de recherche possibles. Et là, nous allons leur proposer, voire bon, parfois, ce n'est pas facile, mais parfois imposer de l'information, mais aussi de la formation. Et je dissocie les deux parce que c'est important. Et quelquefois, les collègues ont tendance à confondre les deux et penser qu'une information très générale est suffisante et qu'une formation pratique avec des études des mises en situation, des études de cas en quelque sorte, ça n'est pas nécessaire. Mais en réalité, sur certains sujets, ça l'est de plus en plus parce qu'on est de plus en plus appelés, nous, en RH, à gérer des sujets de conflits interpersonnels, de conflits liés à des problèmes de management, pas toujours adaptés, des problèmes de RPS, enfin on va y revenir, mais tout cela prend une toute autre couleur lorsqu'on est en responsabilité et bien entendu, là c'est à nous de voir avec ses collègues l'importance de les intégrer dans des formations.
Donc, vous voyez, l'année dernière, dans ces formations, je parle bien de formation et pas d'information ni de sensibilisation, on a 151 enseignants, donc 10% des personnes qui ont suivi une formation étaient des chercheurs ou enseignants-chercheurs. C'est trop peu. Donc, nous, on a un gros travail à faire là, mais il faut qu'on cible. Je veux bien qu'on passe. Oh, on passe cette diapo-là, elle n'est pas très importante, hein. Et puis je prends un peu trop de temps. Donc, on a travaillé sur la base d'un plan de développement des compétences avec une temporalité pluriannuelle, c'est-à-dire que ce plan, on l'a pensé sur 3 ans. En année civile, ce qui aussi est un sujet parce que les budgets sont annuels, mais par exemple, les services d'enseignement sont en année universitaire. Or, il faut pouvoir programmer quasiment 6 mois avant, voire 1 an avant une formation pour pouvoir l'intégrer dans un emploi du temps d'enseignant-chercheur. C'est quelque chose qu'on doit gérer, d'un peu particulier qu'on doit gérer. Et puis, on a, nous aussi, des priorités qui sont définies. Et nous, à l'Université de Paris, nous avons un gros sujet qui est la construction. Et c'est un sujet qui nécessite forcément qu'on intègre le niveau attendu, aussi au niveau de responsabilité dans lequel se situe la structure, se situe le collègue et la structure dont il a la responsabilité ou à laquelle il participe. Et il faut qu'on travaille avec les facultés pour, mais ça j'ai déjà développé, le recueil des besoins et puis identifier les enjeux, les sujets de société importants, etc. On peut passer. Alors, si on réfléchit un peu, comme on l'a fait à l'Université de Paris dans le groupe qui travaille sur la formation, à ce qu'est un chercheur actuellement dans l'université, hein. Donc, je ne parle que de mon expérience. Alors, évidemment, un chercheur, ça, OK. Un enseignant, et ça concerne aussi nos chercheurs hébergés. Un expert administratif, parce que gérer un budget de laboratoire, par exemple, ça devient de plus en plus complexe, qu'on a des personnels d'appui qui sont de plus en plus rares, en tout cas à l'université, encore une fois, hein, c'est-à-dire qu'on a de moins en moins d'experts dans les laboratoires qui peuvent aider. Donc, ça demande très, très souvent aux collègues de développer des compétences qui n'étaient pas nécessaires il y a encore quelques années, en finance, en prospective juridique, etc., etc. Et ça, c'est aussi un aspect sur lequel il faut qu'on travaille parce qu'on ne peut pas proposer une formation qui soit une formation pour un directeur métier ou pour quelqu'un qui va faire ça pour lequel ce sera la base de son travail, mais néanmoins, il faut avoir un niveau de connaissance qui permette quand même de comprendre, ne serait-ce que de comprendre les outils qu'utilise l'établissement, qui sont très souvent des outils un peu maison, ou en tout cas qui ne se retrouvent pas dans tous les organismes de recherche, qui ne se retrouvent pas dans toutes les universités et qui demandent donc une certaine familiarisation. Le chercheur doit également être un communicant. Ça, c'est un point très important. C'est aussi un point sur lequel il faut travailler. Et puis surtout, maintenant, c'est un manager. En tout cas, certains d'entre eux sont au cours de leur carrière parfois en position de manager et aussi parfois, pour certains d'entre eux, en position de médiateur. Et ça, ce sont des points sur lesquels on n'a pas forcément travaillé ces dernières années. Alors, médiateur, ça peut être à l'intérieur d'un laboratoire, entre collègues, ça peut être entre l'administration et le laboratoire, ça peut être entre une formation et une autre formation, entre école doctorale et laboratoire. Enfin, cette fonction de médiateur, elle devient de plus en plus sollicitée
peut-être parce qu'on n'anticipe pas assez, peut-être parce qu'on n'a pas assez travaillé la formation des collègues qui sont en responsabilité. Nous, c'est un petit peu, on va dire, l'analyse qu'on a fait, c'est qu'il faut qu'on passe vraiment par une phase de formation plus adaptée pour certaines responsabilités, de manière à ce que les compétences liées à ces métiers, en fait, puisque là, on a quasiment 6 métiers. Dès lors que ces compétences sont sollicitées, préparer le collègue, l'accompagner pour l'aider et qu'on ne se retrouve pas dans des situations où le collègue est soit en fragilité, soit c'est le laboratoire qui ne fonctionne plus. On a tellement de difficultés qu'on ne trouve plus la solution. Donc, je veux bien qu'on avance. Alors, on a donc décidé de développer les parcours professionnels. Donc ça, je ne reprends pas, c'est ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire vraiment de partir de que faut-il quand on est directeur de laboratoire, quelles sont les compétences qu'il faut développer, quels sont les points d'information qu'on doit absolument renforcer. Le suivi de carrière, bon, ça, j'en ai déjà parlé, donc on peut passer. En fait, ça, je l'ai repris, voilà. Alors, l'aspect chercheur, c'est sans doute celui que vous connaissez le mieux. Je ne vais pas insister beaucoup. Donc là, on fait simplement, on a une offre de formation. Donc, ce sont juste quelques petits extraits. Hein. Je vous passe pas l'ensemble du plan de formation. Mais bien entendu, on fait attention à bien proposer les outils qui sont les outils nécessaires pour que les collègues travaillent dans de bonnes conditions. Donc là, vous avez quelques exemples qui sont classiques, donc la formation à Zotero, à la science ouverte, le dépôt sur HAL, l'utilisation de Compilatio, qui est le logiciel que nous utilisons pour la détection de plagiat. Et puis, pour cette année, nous mettons en place, alors c'est pas encore, ça n'a pas encore été testé, expérimenté, mais des formations pour que les collègues se familiarisent avec la LPR et les conséquences de la LPR, avec notamment les financements de la recherche, la recherche, la gestion de projet, et puis une présentation assez globale des possibilités offertes par la LPR. Donc, c'est l'idée de prendre une actualité et d'offrir aux collègues la possibilité d'accéder sur des demi-journées à ces formations qui sont importantes pour bien comprendre, par exemple, ce qu'est un appel HR professeur junior, ce que sont les nouveaux contrats doctoraux, etc., etc. Donc, de manière à ce que les collègues puissent s'approprier très, très vite ces dispositifs. Donc là, on est sur effectivement une forme de veille sur la réglementation LPR, sur les dispositifs LPR, de manière à ce que notamment les directeurs de laboratoire puissent très très vite s'approprier ces dispositifs. Mais bon, ça c'est la partie que vous connaissez le mieux. Alors, le côté enseignement. Alors, je vous ai dit que nous avions évidemment, nous essentiellement, des enseignants-chercheurs. Mais nous avons donc aussi ces chercheurs hébergés. Alors, pour les enseignants-chercheurs, il y a évidemment tout ce qui est formation à la pédagogie. Ça, c'est assez général. Et puis, on a constaté, donc là, on est dans la remontée des besoins et puis une réflexion autour de ce qu'on attend d'un chercheur, même s'il est chercheur à plein temps, qui était une demande de nos collègues d'être associés de manière beaucoup plus formalisée à nos formations. Ce que nous vivons, c'est que dans nos laboratoires, qui sont des unités mixtes, se côtoient des chercheurs, des enseignants-chercheurs, des ATER, des post-docs, des vacataires d'enseignement, des stagiaires, enfin des statuts très, très différents. Et forcément une forme de complémentarité qui, pour certains collègues,
est nécessaire, utile, riche pour les formations des étudiants. Nous partageons complètement cet avis-là. Donc, nous avons créé un dispositif particulier, un statut particulier, qui est un statut honorifique, si on reprend les termes du statut des chercheurs ou des enseignants-chercheurs. Donc, c'est un titre. Et ce titre est celui de professeur attaché pour les DR ou de MCF attaché pour les CR. Et ce titre est un titre qu'il faut demander, qui n'entraîne pas de gratification spécifique, sauf la rémunération des heures d'enseignement qui sont faites, mais qui donne un statut. Et donc, ce statut, qui est conditionné à la présentation d'un projet, qui est conditionné, bien sûr, à la possibilité d'un cumul d'activités que l'organisme d'appartenance doit fournir, bien entendu. Et puis, une fois toutes ces exigences, on va dire, remplies, il y a un cadre qui est un cadre qui a été l'objet de négociations très compliquées au sein de l'université, parce que les enseignants-chercheurs étaient assez craintifs par rapport à cette officialisation d'un statut d'intervenant, d'enseignant dans les formations, sans avoir forcément les obligations qu'avaient les enseignants-chercheurs. Donc, il a fallu qu'on soit très diplomate, qu'on négocie. Donc, effectivement, ça implique que le collègue s'engage pour un minimum de 32 heures par an, avec une majorité d'investissement dans les formations initiales et une partie de l'investissement dans les licences, c'est-à-dire les licences ou bachelor, donc les 3 premières années de formation. Ça, c'est un choix aussi de l'établissement, parce que nous souhaitons que les étudiants qui sont de plus en plus, ont un niveau de plus en plus élevé quand ils arrivent à l'université. Nous, dans certaines formations, on n'a que des bacs généraux, bac S, enfin maintenant ça va changer, donc pardon de garder la terminologie qui est celle avec laquelle je suis la plus familière, qui ont des mentions bien, voire très bien. Donc on a, dès la L2, dès la L3, on a un niveau étudiant dans la plupart des disciplines qui fait que l'expertise qu'un chercheur peut apporter est extrêmement utile, et notamment utile pour que certains de ces étudiants se dirigent vers la recherche, ce qui est un sujet aussi pour nous, c'est que les chercheurs experts soient associés à la formation, mais aussi que nos étudiants qui sont venus pour une formation professionnalisante prennent goût à la recherche et trouvent le chemin des laboratoires pour aller jusqu'à la thèse. Et ça, c'est un gros sujet, parce qu'on a de plus en plus de difficultés à faire venir les meilleurs étudiants en doctorat. Donc, on a là aussi l'intégration de tous les chercheurs, donc là, vraiment tous les chercheurs, dans les dispositifs de formation assurés par nos cellules expertes comme Sapiens, où là, vraiment, on n'est que sur la pédagogie universitaire. Donc, on est sur la création de jeux sérieux, on est sur le développement des approches pédagogiques par problème, on est aussi sur le mode de communication. Donc là, j'ai choisi ces exemples exprès parce qu'on est sur aussi comment on communique avec les étudiants, parce que ça n'est pas facile, ça n'est pas toujours comme on se l'imagine quand on a juste fait un séminaire dans un master ou dans une école doctorale, et quand on se retrouve face à un groupe de 40 ou 100 étudiants, on va dire pluriels, eh bien, il faut aussi apprendre à savoir être face à ces étudiants. Donc, on a des ateliers d'improvisation théâtrale, on a des ateliers de placement de voix, on a des choses comme ça qui sont maintenant extrêmement conseillées pour les chercheurs qui viennent intervenir dans les premiers niveaux de formation. On peut passer. Alors, le côté managérial.
C'est un côté qui nous préoccupe beaucoup, qui nous mobilise beaucoup, développer toutes les compétences managériales qui ne sont pas du tout développées dans le parcours du chercheur type. C'est-à-dire qu'en général, nos chercheurs, donc là je reparle des enseignants-chercheurs, sont recrutés parce que ce sont de bons publiants, parce qu'ils sont experts dans un domaine de recherche, parce qu'ils ont une expérience de l'enseignement, mais on n'a absolument pas d'études qualitatives de cette expérience. Mais sur le management, il n'y a rien. Et donc, d'un seul coup, pour certains d'entre eux, ils se retrouvent en position de management, c'est-à-dire d'avoir une équipe ou d'avoir parfois une équipe restreinte au sens où ils encadrent des stagiaires, où ils encadrent un post-doctorant et un stagiaire, enfin, on a toutes les combinaisons possibles. Et là, on se rend compte qu'il y a des lacunes qui sont énormes. Donc là, on a besoin de proposer, mais là c'est quasiment individualisé à chaque fois, en fonction de à partir de la fonction occupée ou à partir de remontées qui nous viennent de l'équipe en nous disant telle personne va occuper telle fonction, ce serait bien de lui proposer un accompagnement et une formation pour le développement de compétences que cette personne n'a pas forcément. Et donc là, c'est un dialogue avec les conseillères RH ou avec des collègues qui sont soit les vice-présidents, soit les vice-doyens, donc des personnes qui ont des fonctions plus politiques. Mais on identifie, on personnalise le parcours et on accompagne. Et là, on va avoir des choses qui sont des choses aussi basiques que mettre en place le télétravail, gérer le télétravail, et puis l'animation de réunions, la gestion des conflits, qui est un point vraiment important, renforcer l'efficacité managériale, les notions de leadership, par exemple, et puis tout ce qui est autour du co-développement, de l'intelligence collective. Donc, toutes ces compétences qu'on va plutôt situer dans les compétences managériales, on a vraiment, vraiment besoin de les développer. Donc, il y a des choses qu'on peut faire de manière générale et puis des choses où le parcours doit être individualisé. On peut passer ? Alors, la fonction de médiateur. Alors ça, on est très souvent, en tout cas moi, je suis très souvent sollicitée. Alors, très souvent, c'est une douzaine de fois par an. Mais bon, nous, on a 126 laboratoires. Hein, donc, quand je suis sollicitée 12 fois par an, c'est quand même un sujet. Et pour des situations de conflit, alors plus ou moins graves, hein, ou des problèmes qui sont liés à des RPS. Et donc là, on se rend compte que la direction du laboratoire, quand ce n'est pas elle le problème, parce que parfois c'est la direction elle-même qui est un problème, mais quand ce n'est pas elle le problème, la direction demande de l'aide, demande un accompagnement. Si c'est la direction qui est un problème, ce sont les collègues qui demandent l'accompagnement. Alors, il y a bien sûr tous les dispositifs, CHSCT, CT, etc. Mais parfois, ça se fait soit en même temps, soit les collègues préfèrent rester dans un domaine, enfin dans un périmètre où ils ne parlent qu'à des collègues. Et donc, ça demande évidemment de s'adapter à chaque fois. Et là, c'est cette fonction de médiateur qui peut être nécessaire à un moment ou à un autre, eh bien, elle impose de bien veiller à avoir une offre de sensibilisation, d'information et de formation par rapport à des sujets qui sont des sujets d'actualité, hein, l'égalité, bien sûr, égalité professionnelle, égalité homme-femme, la laïcité, le handicap, etc. Et ça, c'était pas des choses que l'on faisait nécessairement à cette échelle-là précédemment. C'est-à-dire que ça existait, c'était fait par-ci, par-là, mais ça n'était pas systématisé. Maintenant, par exemple, on systématise, on le fait laboratoire par laboratoire, structure, enfin composante par composante. On fait, par exemple, une sensibilisation aux violences sexuelles et sexistes parce que simplement la relation aux collègues, la relation aux étudiants a évolué et très souvent, les collègues en responsabilité, même quand la responsabilité est de gérer un diplôme, etc., n'y sont
pas sensibilisés et c'est important en tant qu'employeur, on doit leur fournir cela. Donc, on a par exemple, ici, vous avez un ensemble d'actions de sensibilisation ou de formation qui sont proposées et qui peuvent là aussi être complètement individualisées en fonction de la personne, de soit son parcours, sa situation, soit la fonction qu'il occupe ou elle va occuper. On peut avancer. Alors, pour terminer, je regarde l'heure que je n'ai pas. J'ai plus l'heure. Je pense que je vais terminer là-dessus parce que… Il est 14h58, Maria. Voilà, il n'y a pas de problème. Hein, ouais. Ok, ben alors de toute façon, c'était ma dernière… Pas de souci, pas de souci. Oui. Ma dernière slide. Alors, on a mis en place il y a 5 ans, donc c'était à Descartes. Nous avons mis en place un dispositif qui est un dispositif qui existe dans d'autres établissements sous d'autres formes. Chez nous, ça s'appelle l'école des cadres. Donc, c'est un dispositif qui est financé jusqu'à présent par des fonds IDEX. Et c'est un dispositif assez particulier, c'est-à-dire qu'il est limité à 20 personnels d'Université de Paris maintenant. Et c'est une formation qui est proposée sur une année complète, hein, qui est distribuée sur l'année et qui a plusieurs objectifs. Alors, les premiers objectifs, on peut les faire ressortir de la manière dont on sélectionne les personnes qui participent à cette école des cadres. On fait en sorte qu'il y ait autant d'enseignants-chercheurs que de BIATS. Alors, on n'y arrive pas tout à fait, pour être honnête. On a plutôt 40% d'enseignants-chercheurs ou chercheurs, puisque c'est ouvert aux hébergés, et 60% de BIATS. Ce sont des BIATS catégorie A uniquement, sélectionnés tout comme les enseignants-chercheurs qui participent en raison de leur potentiel ou des fonctions qu'ils vont être amenés à prendre. Donc, ce sont des personnes qui sont désignées soit par les laboratoires, soit par les UFR, soit par les services métiers. Et on les choisit de manière à… Bon, on fait attention aux équilibres, hein, femmes-hommes, on fait attention aux équilibres des statuts, des fonctions, etc. L'idée est d'accompagner ces collègues vers leurs nouvelles fonctions ou dans les fonctions qu'ils occupent, mais aussi de créer un effet groupe, un effet cohorte qui à la fois les amène à connaître plusieurs aspects de l'université et pas uniquement leur quotidien, hein, sortir de cela, c'est-à-dire qu'ils vont rencontrer dans ce groupe, par exemple, des cadres du service informatique, des cadres des bibliothèques, des cadres du service financier, et puis les cadres du service financier, etc., vont rencontrer des directeurs, directrices de laboratoire, directeurs, directrices d'UFR ou futurs. Donc, l'idée, c'est de créer une meilleure connaissance des uns et des autres et une meilleure connaissance aussi des expertises et des limites des expertises des uns et des autres. Et puis, l'idée aussi de créer donc un groupe qui, pour ceux qui vont rester dans l'établissement, va continuer à fonctionner tout au long de la carrière de ces personnels. Et c'est très, très fort. Donc, parfois, on se plante, hein. C'est-à-dire que là où on pensait qu'il y avait un potentiel, une motivation, une ambition, en fait, il n'y a pas. Puis parfois, il y a. Donc, on a eu, par exemple, comme ça, des accompagnements de collègues qui ont pris après des responsabilités, comme qui sont passés, par exemple, la responsabilité d'une école doctorale à la gestion du collège des écoles doctorales, et puis ensuite à la gestion de services recherche complets dans une autre université que la nôtre. Mais bon, c'est un cas, par exemple. Et c'est donc une formation où on travaille les aspects recherche à travers des conférences, des ateliers, les aspects managériaux où là, il y a des formations,
des aspects enseignement avec là aussi des témoignages et des formations à des pédagogies qui sont des pédagogies innovantes. On essaye de faire intervenir des collègues de l'étranger, etc. Et puis les compétences qui sont liées à cette fonction de médiateur avec une sensibilisation au risque pénal, enfin, je devrais commencer plutôt par les RPS, les violences sexuelles et sexistes, l'accueil de collègues en situation de handicap, etc. Et également les risques pénaux qui sont liés à telle ou telle situation, même si parfois les collègues ne sont pas conscients de ça, mais c'est important qu'ils le soient. Donc, cette école des cadres, c'est donc 2 jours par mois, comme ça, sur toute l'année, avec un travail collectif dans des groupes où on mélange GIATS et enseignants-chercheurs, un enseignant-chercheur plutôt sciences avec un enseignant-chercheur plutôt santé, de manière vraiment à ce qu'il y ait partage, mutualisation des expériences, des exigences aussi, qui peuvent être parfois des exigences disciplinaires. Et c'est un dispositif qu'on reconduit cette année pour la 6e fois et qui essaye de faire un petit peu la synthèse sur un petit groupe privilégié, mais 20 par an. Vous voyez, là, on en a déjà formé 100. Donc, ce n'est pas rien. Et puis, il y a un effet d'essaimage aussi de ce qui est vu à l'école des cadres. Donc, voilà, je veux bien qu'on passe à la dernière slide. Donc, voilà, je vous remercie pour votre attention. Et puis, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Très bien, merci beaucoup Maria. Alors, est-ce que vous m'entendez? Parce que j'avais des problèmes de liaison parfois, des temps. Oui, très bien. Oui, très bien Philippe, très bien. Alors, je vous entends très bien et je regardais le chat et ce que Stéphane Lemarie a écrit. Oui, nous avons exactement aussi le dispositif d'allègement des services d'enseignement pour les jeunes enseignants-chercheurs et pour qu'ils puissent aussi, bien sûr, bénéficier d'une formation, puisqu'ils ont 32 heures de formation obligatoire. Ils ne sont pas dans les chiffres que je vous ai présentés, puisque pour eux, c'est obligatoire et c'est un parcours qui est à moitié contraint et à moitié choisi chez nous, en tout cas. Alors, merci beaucoup, Maria, pour ce tour d'horizon. Alors, c'est un benchmark, c'est un retour d'expérience qui est particulièrement intéressant pour nous parce qu'effectivement, on a beaucoup de dispositifs. On s'en était parlé à un moment de la préparation de cette conférence. Alors, pour avoir moi-même œuvré un petit peu en université avant d'arriver à INRAE, je trouve que l'Université de Paris, à travers tout ce que vous nous avez montré, est quand même très, très bien avancée sur tous ces processus. Donc, c'est à la fois très rassurant, puis c'est un travail considérable parce qu'on sait que l'accompagnement des chercheurs, ce n'est pas une chose aisée aussi en établissement d'enseignement supérieur. Alors moi, je souhaiterais peut-être laisser la main et la parole aux collègues. Nous, on a déjà pas mal échangé. Peut-être pour interagir sur votre présentation, sur des questions, des remarques. Ça nous donne aussi l'occasion de réfléchir à des pistes de travail. Alors, il y a déjà un existant, mais dans un esprit d'amélioration continue de nos processus. Alors, je vois qu'il y a des questions peut-être qui passent dans le chat. Si vous voulez prendre la parole, les collègues, n'hésitez pas, ça sera peut-être plus facile. Je vous en prie. Alors, je vois une question de… Alors, il y a peut-être une question qui apparaît. Alors, effectivement, on a beaucoup de mal, je pense que tout le monde voit la question. Donc, effectivement, on a beaucoup de mal à convaincre certains collègues, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les collègues, en majorité, ne viennent pas spontanément vers ces formations. Ils peuvent effectivement, parce qu'ils ont un peu cette habitude-là d'aller dans les formations proposées par leur laboratoire, donc ils peuvent être vraiment très techniques, très pointus, liés à leur domaine de recherche ou à des axes de recherche dans le laboratoire, mais aller vers des formations à des compétences générales, à des compétences qu'on met dans la rubrique des soft skills, etc. Non, pas du tout, effectivement, ils n'y viennent pas spontanément. Donc, nous, on développe une démarche qui est une démarche top-down vers des collègues qui vont prendre certaines fonctions, mais il faut les convaincre. On n'y arrive pas toujours.
Sur les enseignants-chercheurs, effectivement, il y a la question de la disponibilité, de l'anticipation, puisqu'il faut, voilà, au moment où on demande à bénéficier d'une formation, être certain qu'on pourra la suivre 6 mois après, 8 mois après, ça n'est pas toujours facile. Donc là, on a aussi ces contraintes-là. Et puis, surtout, il y a une tendance à confondre, parce que là aussi, je pense que ce n'est pas dans notre culture, encore une fois, sensibilisation et formation. C'est-à-dire que penser qu'entendre des choses assez générales sur les RPS, ça suffit, mais aller vers une formation où on vous apprend à identifier des signaux faibles, où on vous apprend à mettre en place la bonne procédure pour caractériser une situation et puis savoir comment y réagir, là, en général, voilà, faut vraiment les convaincre et en général, ce sont des personnes qui sont déjà dans un problème. On a l'aspect anticipation, on n'est pas bon là-dessus encore. Sauf à imposer, pardon, dès lors qu'on prend certaines fonctions à imposer. Alors, on y arrive sur les directions du FR. On y arrivait déjà avant, et puis là, dans UP, on continue. Mais sur les labos, les écoles doctorales et tout, on a du mal. En toute honnêteté. Hein. Donc, c'est du dialogue à chaque fois. C'est du dialogue avec les personnes, dialogue direct dans lequel on peut faire intervenir, selon la situation aussi, les directeurs de laboratoire ou alors les vice-doyens recherche, le VP recherche. Enfin, voilà, on essaye de créer une émulation pour que les collègues viennent vers ces formations. Jean-Yves, je t'en prie, vas-y. Oui, j'interviens. Alors moi, je suis moins concerné par la population chercheur, mais je trouve beaucoup de similitudes, y compris pour les populations d'ingénieurs. Je pense que les problématiques sont un peu les mêmes en termes de diversité des activités qu'on peut demander, qu'elles soient au cœur de métier très techniques ou qu'elles soient plutôt managériales. Est-ce que vous avez noté dans le suivi de carrière, parce que vous en avez parlé un moment en disant que c'était pas forcément très riche, le grain n'était pas suffisamment fin pour l'interpréter, mais est-ce que vous avez noté malgré tout une prise en compte justement de cette diversité d'activités, c'est-à-dire versus les 150% que vous évoquiez à consacrer au travail, entre guillemets. On peut imaginer que se consacrer à une activité managériale, ça a forcément un effet sur peut-être la productivité en termes de recherche ou d'enseignement. Est-ce que ça s'est pris en compte mieux maintenant ou pour vous, s'il y a vraiment un effort à faire de rétroaction vers justement les instances d'évaluation? Alors, effectivement, alors pour les enseignants-chercheurs, en tout cas, c'est très clair. Ça passe par des dispositifs d'allègement de la part consacrée à l'enseignement, ce qui est un sujet. Parce que là où on avait un équilibre enseignement-recherche, on choisit de déséquilibrer et d'avoir une part recherche beaucoup plus grande, pour justement permettre aux collègues d'évoluer dans leur carrière ou de développer des projets intéressants qui sont aussi intéressants pour l'établissement, pas seulement pour le collègue ou pour son laboratoire. Donc, on a effectivement cette démarche de leur donner du temps. Après, on met en place des dispositifs RH, mais toujours liés à du temps. C'est-à-dire que pour certains, on va, par exemple, après une direction avec une responsabilité importante, on va accorder plus facilement des CRCT, donc des congés de reconversion thématiques. À chaque fois, on essaye d'accompagner avec les dispositifs que l'on a, mais certains dispositifs seraient très utiles, sauf qu'on n'a pas les moyens de les mettre en place. Et je pense notamment à des appuis humains. Je pense que, par exemple, pour certaines fonctions, la demande n'est pas qu'on leur libère du temps directement, c'est qu'on leur donne les appuis techniques, administratifs pour qu'ils n'aient pas à engager trop de temps. Mais là, ça, franchement, sincèrement, on n'y arrive pas assez en tout cas. Donc, la seule chose que l'on arrive à faire, c'est à donner du temps sur la partie enseignement principalement.
D'accord. Et c'est bien pris en compte dans le dispositif de suivi de carrière. C'est-à-dire Oui. qu'en fait, je précise un petit peu ma question, c'est extrêmement frustrant pour quelqu'un qui accepte de consacrer peut-être du temps au collectif, au management, à des aspects politiques administratifs, etc. Forcément au détriment d'une production scientifique, de se voir recevoir une évaluation qui va être vous consacrez pas assez de temps à la recherche, par exemple. Oui. Alors ça, c'est très, très clair. Donc, on a des leviers, hein, mais qui sont vraiment, alors, pour le coup, bon, on a un contingent de promotion locale dans les universités pour les personnels enseignants-chercheurs. Et donc, on priorise les personnes qui ont eu des responsabilités locales très importantes au détriment de leur dossier scientifique. On a des dispositifs de CRCT, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, qui sont là aussi un peu priorisés sur ces profils-là. Donc, on essaye de donner aux collègues qui ont donné pour la collectivité, parce que quelque part, c'est quand même ça, on essaye de leur donner les moyens de pouvoir rebondir. Donc, on leur donne du temps. D'accord. Et la reconnaissance dans le suivi de carrière, elle se fait par ce volant de promotion locale. Et puis, elle se fait aussi par l'accompagnement à la phase de retour vers le laboratoire normal, qui peut là aussi passer par une phase de formation spécifique qu'on peut réfléchir avec le collègue. Ça arrive régulièrement qu'on ait des collègues, par exemple, qui n'ont pas du tout suivi les évolutions des outils pédagogiques, notamment, par exemple. Et là, il faut les accompagner. Ok. Merci. Merci beaucoup, Maria. Alors, peut-être qu'on prend une dernière question si vous en avez une, et puis après, on va à la pause habituelle pour les ateliers. Il y a une autre question dans le chat sur le lien avec les formations qui sont proposées dans les écoles doctorales. Et alors oui, on travaille absolument avec les écoles doctorales, qu'elles concernent la formation, enfin les personnes qui se préparent à une HDR, qui préparent une HDR, ou simplement les doctorants. Donc oui, on travaille avec eux, bien sûr. Mais notre cible, est principalement celle de collègues qui, au cours de leur formation doctorale, n'ont pas eu une formation et une aide au développement de certaines compétences que peuvent avoir de jeunes collègues maintenant, de jeunes docteurs maintenant, et c'est très bien pour eux. Par exemple, répondre à des projets, chercher des financements, c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un qui arrive dans la carrière maintenant que quelqu'un qui pendant 20 ans, n'a pas eu à le faire, quoi. Stéphane, je t'en prie. Oui, c'est plus un commentaire. Je voudrais avoir votre réaction là-dessus. Des fois, alors ça va être provocateur, ce que je vais dire, donc surtout prenez pas mal. Et je pense que c'est général à l'université, à l'INRAE, etc., à tous les organismes de recherche. J'ai l'impression des fois qu'il y a un petit côté pansement sur une jambe de bois. C'est-à-dire qu'on forme des gens pour des choses, à gérer des choses que notre système, un peu notre technostructure a créées de façon un peu compliquée, quoi. Et des fois, on a un peu l'impression que, en fait, enfin voilà, on pourrait simplifier un peu le système et on s'allégerait. Et à côté de ça, il y a des formations très utiles, etc. Mais est-ce que vous n'avez pas des fois un peu ce sentiment-là? Enfin voilà, des formations sur des outils, sur des trucs qui, franchement, n'ont pas un grand intérêt. Sur le pansement sur une jambe de bois, c'est peut-être un peu fort, mais parfois, oui, on a cette impression-là. Oui, non, c'était provocateur, surtout. En toute sincérité, oui. De toute façon, dans les universités, sur des tas d'aspects, vive l'autonomie des universités, mais on gère des situations pas faciles avec des moyens. J'ai parlé tout à l'heure des moyens humains qu'on, par exemple, on n'arrive pas à mettre parce qu'on n'a pas la masse salariale ni le dispositif pour cela. Donc, oui, je comprends très bien ce que vous dites. Mais si nos formations ne sont suivies par personne ou parce qu'il y a une évaluation, elle n'intéresse personne, elles disparaissent du plan de formation.
Oui, Donc, voilà. Après, sur d'autres, oui, c'est vrai. Mais si on se place dans une logique d'établissement où on doit donner à nos collègues, à nos chercheurs, les moyens de faire ou de ne pas faire quelque chose qui existe, alors on propose. Merci. Merci beaucoup, Maria. Il est 15h17. Je vous propose, je suis désolé, mais je suis un peu gardien du temps. Je vous propose qu'on fasse la pause. Donc, merci infiniment, Maria, pour tous ces échanges. Je vous remercie. C'est vraiment très intéressant. Et puis, on conserve notre lien. On se fait un petit point sur cette séquence. Merci infiniment. Et puis, eh bien, Marie, tu reprends la main, c'est ça? Tu es là, Marie? Oui, je suis là. Du coup, on fait la pause. Donc, bon après-midi à tous. Au revoir. Merci beaucoup, Maria. Merci beaucoup. À bientôt.